Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, l'intérim. Ah oui, on en parle beaucoup sur ce plateau, mais pour renforcer le taux d'emploi des seniors. Tiens, c'est un sujet qui est dans l'actualité, on en parlera avec Eric Haddad. Il est PDG du groupe Connect. Et les entreprises s'engagent avec le groupe Lidl. On parlera du leadership au féminin à travers une initiative et un dispositif très original. Laetitia de Montgolfier sera notre invitée, directrice exécutive RH, justement chez Lidl. Et puis le cercle RH, la réforme des retraites et l'emploi des seniors. Tiens, c'est une émission consacrée évidemment à tous ces sujets d'actualité. Et on fera le point évidemment. Et si les seniors étaient la clé du succès de cette réforme des retraites, on en parlera avec des spécialistes de ce dossier. Puis dans Fenêtre sur l'emploi, eh bien, nous accueillerons chaque mois Laurent Pietraszewski, l'ancien secrétaire d'État en charge justement de la réforme des retraites. Et il sera sur notre plateau chaque mois eh bien, pour nous éclairer, nous faire partager son expertise. Et devinez quoi, il nous parlera aujourd'hui eh bien, des seniors et de la retraite. Elle ne se prend pas de la même manière que l'on soit en France, en Italie ou en Espagne. On fera un tour d'Europe avec lui et il sera avec nous une fois par mois pour une chronique spéciale dans Fenêtre sur l'emploi. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job. Alors, c'est un sujet qui est au cœur de l'actualité, vous le suivez évidemment, cette réforme des retraites. On parle des femmes, on parle surtout et beaucoup des seniors. Voilà, comment faire pour maintenir les seniors en emploi, et on en parle avec Eric Haddad, PDG du groupe Connect. Bonjour Eric. Bonjour Arnaud. Vous étiez venu sur notre plateau il y a quelques mois pousser un coup de gueule. Alors, je ne sais pas si de nouveau vous allez repousser un coup de gueule, mais en tout cas, vous avez choisi, vous aussi, de traiter ce sujet des seniors à travers votre fenêtre et de dire, après tout, on est une entreprise d'intérim. Les seniors poussent très peu la porte des entreprises d'intérim et ils devraient le faire plus souvent. Alors oui, effectivement, mais je pense qu'au contraire. Aujourd'hui, les seniors, en fait, poussent les portes des sociétés d'intérim. Ah. Oui, en fait, je vais vous dire. Moi, aujourd'hui, dans mon groupe, donc Connect Travail Temporaire, l'année dernière, au cours des 12 derniers mois, on a fait travailler quasiment plus de 1000 seniors. Donc c'est important, ce que je suis en train de vous dire. Senior, c'est quoi pour vous d'ailleurs? Senior, alors en fait, si on doit tenir compte des indicateurs d'INSEE, c'est à partir de 55 ans jusqu'à 62, voire 64, si la réforme effectivement passe. Mais aujourd'hui, en fait, les seniors ont la possibilité de travailler via l'intérim. Parce que, je vais vous dire, en fait, pour moi, la vraie problématique, c'est pas ça. C'est que, vous savez, moi j'ai plusieurs casquettes, donc je suis PDG du groupe Connect Travail Temporaire et j'ai d'autres sociétés où aussi je recrute. Quand un chef d'entreprise souhaite recruter un senior, entre guillemets, qui est à 1 an ou à 2 ans de la retraite, ben en fait il va y réfléchir à 2 fois, parce qu'il veut se projeter, il veut investir en fait sur ce collaborateur. C'est pour ça qu'il passe par l'intérim. L'intérim, c'est une sécurité pour lui après tout. C'est exactement ça. C'est un contrat à durée limitée, dans le temps. Je l'ai pour 8 mois, point barre. C'est exactement ça, pour 5 mois, pour 2 mois, pour 3 mois, pour 8 mois. Et pourquoi ça bug? Pourquoi, excusez-moi, vous avez à la fois un expert sur ce plateau, vous avez une entreprise, expert, Connect Travail Temporaire, mais oui. Vos collègues, là, vous me dites globalement, ils poussent la porte, mais quoi, on n'en veut pas des seniors? On dit, oh là là, vous êtes trop vieux, on ne pourra pas vous prendre? Ah non, au contraire, on les prend dans l'intérim, on les prend. Moi, je vois un certain nombre de mes confrères concurrents où, effectivement, aujourd'hui, ils ont le même discours. On les prend. Nous, les seniors, on les prend et il n'y a pas de problème. Et on a du boulot pour eux. Parce qu'aujourd'hui, on est toujours confronté, en fait, à une problématique qui est tout simplement un problème de pénurie au niveau du recrutement. Donc, on les prend. Eric, vous êtes venu nous dire quoi aujourd'hui? Il faut quand même accélérer. Vous nous dites, on les prend. Si on les prend, tout va bien, il n'y a pas de sujet. Mais pourquoi il y a un problème avec les seniors, alors? Alors, écoutez, je vais vous dire. Moi, je ne sais pas s'il y a un vrai problème avec les seniors. Il y a un problème pour l'embauche en termes de CDI des seniors. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que les entreprises embaucheront de moins en moins, en tout cas, des seniors en CDI. Par rapport à ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. Mais dans l'intérim, je peux vous dire qu'il y a du boulot. Et aujourd'hui, beaucoup de seniors passent par l'intérim pour continuer à travailler. Quand vous dites passer par l'intérim, il y a un autre sujet, et évidemment, il impacte les agences d'intérim, c'est des seniors qui disent, moi, j'ai fait 35 ans ou 30 ans dans un métier pénible, et je voudrais me reconvertir. Ça, c'est compliqué, parce que quand vous cherchez des maçons, c'est quand même compliqué de vous à moi de prendre un senior de 55 ans. Ça ne marche pas. On est d'accord. Comment ça se passe, là, concrètement? Alors, c'est plus compliqué, effectivement, sur les métiers à pénibilité, en fait. Les gens qui arrivent à 60 ans, 61 ans, sont déjà un peu plus fatigués. C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué pour ces gens-là. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'ils sont prêts à accepter des reconversions? Oui, non, c'est un souci. Aujourd'hui, la vraie problématique, elle est là, pour ces métiers-là. Mais pour la plupart des métiers où il n'y a pas eu vraiment des fortes pénibilités, si je puis dire, il n'y a
pas de problème. Mais qu'est-ce que disent vos collaborateurs et tristes dans vos équipes lorsqu'ils ont des clients? Parce qu'il y a toujours les biais cognitifs en disant, attendez, moi je cherche le mouton à 5 pattes, il faut qu'il ait 20 ans d'expérience, qu'il ait 35 ans, qu'il ait tous les diplômes. Est-ce que vous êtes aussi en posture d'engager vos équipes pour dire, attendez, allez donc voir notre fichier senior. Vous l'aimez bien ce mot senior, vous d'ailleurs? Non. Qu'est-ce qu'il est moche? Oui, il est moche parce que je vais vous dire ce que je disais tout à l'heure. Donc, je parlais effectivement avec la prochaine invitée de tout à l'heure. Ouais, vous nous faites les lancements là. Et puis je vous disais, en fait, c'est à 60 ans, 61 ans, excusez-moi, on est jeune. Moi, j'ai 59 ans, bon, je suis chef d'entreprise, mais on est jeune, à 60, 61 ans, 62 ans, on est encore jeune. On n'est pas les 60 ans d'il y a 40 ans. Donc, ce mot senior, pour moi, est péjoratif. Au contraire, ce sont des gens qui ont une expérience de plus de 25-30 ans, qui peuvent apporter énormément au sein des entreprises. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter, les seniors? Parce qu'il y a un débat aussi sur cette nouvelle génération qui pousse la porte des agences d'intérim. Pas toujours fiables, les horaires pas toujours respectés, je ne veux pas caricaturer, enfin, on a ces retours. Est-ce que les seniors, ils ont quelque part, par leur expérience, par leur vécu, un rapport différent au travail? C'est l'ancienne génération, c'est pas cette génération Z qui disrupte. Ah mais complètement. Aujourd'hui, embaucher un senior, c'est apporter une compétence, c'est apporter une expérience en fait au sein de votre entreprise. La seule problématique, je vais vous dire, si vous voulez effectivement qu'il y ait aujourd'hui de l'embauche par des CDI au sein des entreprises, il faut que l'État en fait, incite les entreprises, par le biais d'exonération de charges patronales, à embaucher ces seniors. Et je peux vous dire, comme ça a été fait pour les jeunes. Aujourd'hui, les contrats d'apprentissage, ça a été un véritable succès. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas la politique gouvernementale. Vous dites qu'on pourrait faire la même chose pour les seniors? Il faut faire la même chose pour les seniors si vous voulez que les seniors soient embauchés en CDI. Parce que là, il n'y aura plus de discours. Effectivement, alors je suis en train de plaider contre voilà, mon vous business. sciez la branche sur laquelle vous êtes assise. Mais c'est pas très grave. Le principal aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les gens puissent travailler. C'est tout. Les gens puissent travailler et avoir un pouvoir d'achat qui se maintient. Donc vous encouragez tout le réseau et tout le système de l'intérim à ouvrir encore plus grand ses portes aux seniors, mais vous nous dites aussi, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Si on veut embaucher des seniors en CDI, et là on quitte le champ de l'intérim, il faut, je dirais, alléger les charges patronales pour les employeurs. Il n'y a pas d'autre solution. Pour moi, il n'y aura pas d'autre solution parce que, je veux dire, pour l'emploi en CDI, il n'y aura pas d'autre solution. Quand vous êtes à 1 an ou à 2 ans ou à 3 ans de la retraite, je peux vous dire que le recruteur ne prendra pas, en fait, ne prendra pas. Oui, c'est pas un risque, mais de se dire, je vais investir 1 an, 2 ans pour cette personne, mais il partira à la retraite quoi qu'il arrive. Donc moi, je me projette à 8 ans, 9 ans, 10 ans, je vais prendre quelqu'un de plus jeune. Et les retours clients, qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils ont embauché 1000 seniors, hein, vous évoquiez 1000 seniors en mission. En mission. Quels sont les retours? Alors, je vais vous dire, chez nous, en fait, chez Connect Travail Temporaire, on a des enquêtes de satisfaction qu'on demande, en fait, à nos clients régulièrement. Les retours sont superbes parce que, je veux dire, ils sont contents. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui intègre votre entreprise pour une mission de 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 8 mois. Il est déjà opérationnel. Il n'y a même pas besoin de le former. Il est compétent. Il ne faut pas oublier cette expérience. Il ne faut pas mettre à la poubelle 25, 30 ans, 40 ans d'expérience de ces gens-là. C'est hyper important, quoi, je veux dire. Et aujourd'hui, on a tendance un petit peu à stigmatiser tout ça. Mais non, au contraire, embaucher des seniors au sein des entreprises, c'est fabuleux. Ça peut être des prochains tuteurs, si je puis dire. Absolument, des mentors à l'intérieur même de l'entreprise. Sur des durées limitées, puisque rappelons que l'intérim, évidemment, ce sont des CDD dans le cadre de missions particulières. Merci Eric Haddad. Merci à vous. Toujours enchanté de participer à vos émissions. Plaisir partagé. PDG du groupe Connect Travail Temporaire avec 39... Alors on a 33 agences plus une plateforme en fait digitale qui s'appelle myconnect.fr et aujourd'hui donc on fait travailler 1600 intérimaires sur toute la France. Merci de nous avoir rendu visite. Justement, vous nous avez fait le lancement. Les entreprises s'engagent. Entreprises qui s'engagent en direction notamment de l'emploi des jeunes, mais pas seulement, des femmes, et de l'égalité et de l'inclusion. On en parle tout de suite avec la DRH de chez Lidl. Les entreprises s'engagent pour parler d'entreprises justement qui s'engagent en direction de l'emploi des femmes, des jeunes, de l'inclusion, de la diversité et on en parle avec Laetitia de Montgolfier. Bonjour. Laetitia, on est très heureux de vous accueillir, directrice exécutive RH Lidl. Alors je le résume, c'est DRH du groupe Lidl. C'est Lidl France. Lidl France. On avait reçu il y a presque 1 an maintenant l'ancienne DRH qui est partie je crois en retraite en octobre dernier. C'est vous qui avez repris le flambeau. D'abord un petit mot sur cet engagement au sein de cette vaste communauté des entreprises qui s'engagent. Pourquoi avoir fait ce choix? Pourquoi avoir rejoint les plus de 30 000 entreprises qui sont déjà dans le réseau? Alors, ça fait longtemps que nous sommes engagés, quasiment depuis le départ. Là, nous sommes particulièrement engagés sur
l'emploi des jeunes, sur l'emploi des femmes, sur l'emploi des travailleurs handicapés. Voilà, c'est une série d'engagements qui sont en faveur de la diversité et qui représentent aussi nos clients. Un sujet quand même sur Lidl Her, programme qui fête ses 1 an, a fêté ses 1 an. On l'a lancé en mars 2021. Voilà, donc on est presque là sur 2 ans. C'est quoi ce programme? Comment il marche? Parce que quand on voit les notes, parce que maintenant il y a un index Pénico, donc là on découvre les notes, on voit que Lidl, peut-être grâce à ce programme d'ailleurs, est bien placé dans l'index 94 sur 100. 94 sur 100. Ce qui est quand même un très très bon chiffre. C'est un très bon chiffre. Alors, le programme que nous avons lancé s'appelle Lidl Her, comme vous l'avez dit. Nous l'avons lancé en mars 2021 avec 2 facettes. Une facette recrutement, avec un programme qui s'appelle Starter, qui vise à accompagner nos jeunes femmes et à les intégrer dans l'entreprise. Et un programme qui s'appelle Booster. Booster vise à développer les femmes qui sont déjà dans l'entreprise. Et de les faire grandir. Exactement. Et de lever toute barrière potentielle qui irait entraver leur développement. Et il s'agit là de journées de développement où on se concentre vraiment sur leur potentiel, comment on les aide à continuer à se développer dans l'entreprise. Je rappelle que vous avez reçu un prix, enfin vous et l'entreprise, victoire des leaders du capital humain dans la catégorie leadership et management, ce qui veut dire que l'entreprise est engagée. Il y a aussi un travail, et j'imagine que vous le portez aussi, de marque employeur. La grande distribution, donner envie à des jeunes talents. C'est quand même des leviers de marque employeur. Quand vous êtes sur un plateau de télé et que vous nous dites, nous on fait un vrai travail sur l'égalité femmes-hommes, on est engagé à faire grandir des collaboratrices, je pense que ceux qui observent le marché de l'emploi se disent, tiens, si je poussais la porte du groupe Lidl. Tout à fait, il s'agit de faire savoir que quand on est une femme, quand on est en situation de handicap, quand on est un profil plus senior, eh bien oui, c'est possible de travailler chez Lidl. En termes de recrutement, parce qu'il y a un vrai travail aujourd'hui sur le marché de l'emploi et la DRH est en première ligne, est-ce que comme beaucoup, vous dites on est un peu en difficulté, il faut qu'on aille faire nos propres centres de formation, qu'on aille sourcer le plus loin possible? Est-ce que c'est plus compliqué qu'avant? Alors c'est plus exigeant qu'avant et je trouve que c'est une belle opportunité pour nous de se remettre en question, nous, sur l'ensemble de nos pratiques RH, pour attirer les profils et répondre à leurs attentes. Donc c'est en effet plus exigeant, mais c'est aussi positif. Alors il y a l'angle féminin, puis un autre sujet qui tient très à cœur au groupe Lidl, ce sont les jeunes. Alors pour les raisons qu'on imagine, parce qu'évidemment on peut faire des emplois en étant étudiant, c'est aussi tout l'intérêt. J'ai vu 6000 CDI étudiants. 6000 CDI étudiants. Enfin, c'est-à-dire vous êtes un très gros employeur des jobs étudiants. Alors, ça se caractérise par des emplois tout au long de l'année, avec des contrats de 7 heures ou 14 heures pour les étudiants, et aussi des emplois saisonniers. Et l'idée derrière, c'est que nos 6000 étudiants, ils restent après leurs études, soit sur une alternance, soit effectivement après, à la toute fin de leurs études. Pour vous, c'est aussi... Pour eux et pour vous, c'est aussi un vivier qui permet de pouvoir donner envie à certains de rester dans le groupe. Depuis donc novembre 2022, c'est-à-dire c'est finalement assez récent, vous êtes DRH de ce groupe, enfin de Lidl France. C'est quoi vos objectifs? Qu'est-ce que vous portez? Alors on se souvient d'Anne Broche qui était venue nous parler de ses engagements, justement sur le recrutement, sur la marque employeur. Qu'est-ce que vous portez? C'est quoi votre identité à vous, Laetitia de Montgolfier? Moi, alors... Avec l'équipe, évidemment, c'est une identité que nous portons très orientée autour du développement au sein de l'entreprise et autour de la diversité, clairement. On a parlé des femmes, on a parlé des personnes en situation de handicap, des jeunes. On n'a pas mentionné sur nos jeunes qu'on avait aussi 1100 alternants. C'est aussi pour nous un vivier de candidature très important. Pour donner envie, parce que vous nous donnez envie, aujourd'hui, là, le recrutement, il est ouvert. Il y a encore des alternants, parce qu'en fait, les alternants sont des sessions de 2 ans, 3 ans. Combien de postes sont ouverts là chez Lidl? Alors, nous avons en permanence des postes ouverts. Sur la campagne des alternants, nous avons lancé un job dating qui se déroulera au Salon de l'Agriculture très prochainement. Au Salon de l'Agriculture. Donc, vous aurez un stand au salon et vous pourrez recevoir avec des collaborateurs. Nous allons organiser effectivement des entretiens de recrutement sur le salon. Pourquoi? Parce qu'on voit bien le lien entre la distribution de produits agricoles et le travail que vous avez en relation avec le monde agricole, c'est ça l'objectif? C'est tout à fait ce lien de proximité. Nous, on est en proximité avec nos fournisseurs, en proximité avec nos clients, et tout ça en visant l'épanouissement de nos collaborateurs. Là,
Les job dating, c'est dans un mois à peu près, le salon de la culture. Et puis là, si on va sur le site, qu'est-ce que vous recherchez comme poste ? Alors, on recherche en permanence des employés polyvalents sur nos supermarchés, des opérateurs logistiques, et nous recherchons aussi des profils sur des postes d'encadrement, responsables de supermarché, responsables logistiques. Voilà, on a des postes ouverts toute l'année et on a aussi des postes ouverts sur nos sièges qui sont à Rungis et à Strasbourg. Merci Laetitia de Montgolfier d'être venue nous éclairer. Vous êtes membre de ce vaste réseau des entreprises qui s'engagent et Lidl s'engage, DRH, directrice exécutive RH, Lidl France, c'est important, avec des postes ouverts et beaucoup de jeunes, notamment pour les étudiants, il faut le savoir. Vous êtes une entreprise qui a attiré beaucoup les étudiants, ce qui permet de pouvoir moduler ses études et de pouvoir gagner un peu sa vie. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause et on va se tourner vers le cercle RH. Alors devinez quoi, on va parler de la réforme des retraites et on va continuer à s'intéresser aux seniors avec ce débat, parce que c'est le sujet qui agite l'actualité de la réforme, les femmes, mais aussi les seniors. Comment les maintenir en emploi ? Quels sont les outils, les dispositifs possibles ? On va en parler avec 3 experts et c'est le cercle RH, le débat quotidien de Smart Job, juste après la pause, bien sûr. Le cercle RH, notre débat, la réforme des retraites, on en parle, il y a le mouvement social, puis il y a des sujets qui égrènent l'actualité autour de ce sujet, le débat sur les femmes et le débat des seniors. Alors on en parle depuis des mois de ces seniors, avant même la réforme, on a évoqué un index qui a été d'ailleurs balayé par le MEDEF, mais l'index est revenu sur la table par la voix d'Olivier Dussopt, qui a souhaité, et ce sujet est réellement sur la table, l'idée c'est de permettre de maintenir le plus longtemps possible les seniors en emploi. C'est pas si simple, notre taux d'emploi est plus faible de 6 points environ que la moyenne européenne. On va en parler avec mes invités. Quels sont le diagnostic évidemment et puis les solutions proposées pour avancer sur ce sujet. On en parle avec 3 invités. Nathalie Spillers, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice du centre IFOCOP de Cergy. Merci d'être là. IFOCOP, précisons que c'est un organisme de formation qui accompagne alors les jeunes mais aussi les seniors. Tout à fait. Alors, on est positionné en centre de formation pour adultes. Donc, on est sur des formations, sur des titres professionnels, donc très opérationnels, certifiantes, mais courtes, donc condensées. Et on accompagne en fait tout public qui a une petite expérience professionnelle, donc qui ne relève plus de la formation initiale étudiante, mais de la formation pour adultes. Pour adultes, avec le débat de la reconversion des seniors. Très souvent en reconversion. En reconversion, parce qu'on reviendra sur ce débat avec des seniors un peu en bout de course, physiquement, mentalement, et qui aspirent à autre chose. Estelle Barthélémy est avec nous, fondatrice d'Oya Agency. Bonjour Estelle. Bonjour. Association She Senior. Vous êtes l'émanation de la fondation, en tout cas de Mosaïque RH, qui vient régulièrement sur notre plateau. On écoutera votre expertise et puis les propositions concrètes que vous faites sur ce sujet. Et enfin, avec nous, le droit, rien que le droit. Alexandre Lamy, bonjour. Bonjour. Avocat en droit social, cofondateur du think tank NEOS, membre de l'Institut Sapiens, avec un rapport et un remis d'ailleurs à Thibaut Guilluy, je crois, au ministre du Travail, si je ne m'abuse, qui lui a été transmis sur le service public de l'emploi idéal pour les employeurs, pour les entreprises. Qui est un des outils qui devra être mobilisé d'ailleurs. Et qui est le contre-champ, puisque vous avez, là on va parler des seniors, mais il y a aussi les entreprises qui disent, moi je veux bien en embaucher, mais ils n'ont pas les compétences, ça colle plus, ils sont décalés. Et ce débat est posé. Commençons avec vous, Nathalie et Estelle. Les seniors que vous croisez, quand vous avez le débat des retraites et que vous êtes assis sur votre canapé à regarder les chaînes d'information et vous regardez cette question de la réforme des retraites, du mouvement social, est-ce que vous vous dites, si on règle le problème des seniors, on a en partie réglé le problème de cette réforme des retraites, c'est-à-dire l'idée du maintien du système par répartition, dont on nous dit qu'il pourrait être déficitaire dans une vingtaine d'années. Est-ce que les seniors règlent le débat ? Je le pense, en grande partie en tout cas. Et on le voit d'ailleurs, on voit le niveau de mobilisation. Moi, je ramène ça dans un premier temps. Alors après, on va mettre en face des solutions techniques et la formation, l'accompagnement en font partie. Mais pour moi, ce qui est au cœur du débat, c'est l'envie. Quand on voit la mobilisation aujourd'hui en France par rapport contre cet allongement de la durée du travail, je pense que l'envie est au cœur du débat. Alors après, il faut chercher pourquoi.
parce qu'en fait, l'envie de continuer à... Enfin, l'envie, j'ai envie de dire, plutôt la pas envie, quoi. Et voilà, la pas envie. C'est plutôt pas envie de poursuivre. Estelle, votre regard sur ce sujet, parce que je l'accroche par l'actualité, ce sujet, il n'est pas déconnecté de notre actualité, il est au cœur de l'actualité. Cette question des seniors, qu'ils soient des hommes ou des femmes, et d'ailleurs les femmes sont, je crois, encore plus impactées que les hommes sur cette question du maintien en emploi. Est-ce que vous pensez qu'on règle ce débat et cette polémique autour de la réforme des retraites en réglant la question des seniors? Je vous repose la même question. En tout cas, elle met le doigt sur le sujet des parcours dans l'emploi, de certaines catégories de population qui sont exclues et de plus en plus jeunes, parce qu'on est senior à partir de 45 ans. Donc ça repose tout un tas de questions sur quelles compétences on va chercher, au-delà de critères qui sont parfois subjectifs. Il y a d'autres catégories de population qui sont exclues de ce marché de l'emploi. Donc le débat sur les retraites, il remet un peu le doigt sur comment on travaille en France, comment on peut se projeter, comment on peut être heureux en travaillant. Et il y a de nombreux seniors qui sont mis de côté à partir de 55 ans qui ne retrouvent pas un job. Et si on leur dit qu'il va falloir aller jusqu'à 64 ans, ça va être quand même très compliqué. Donc ce débat sur les retraites, il a besoin d'exister. Après, France Stratégie nous a montré qu'on pourrait aller chercher de l'argent, par exemple, en arrêtant les discriminations. On pourrait avoir jusqu'à 7 à 14 points de PIB. Donc il y a d'autres solutions peut-être aussi que l'allongement de cette retraite, en tout cas sur le financement. Alexandre Lamy, à travers le métier d'avocat, le think tank NEOS et l'Institut Sapiens et ce rapport, quel diagnostic vous faites sur cette problématique des seniors? Quel est le problème? Ça vient d'où? Est-ce que l'employeur est fautif ou est-ce que, je mets des guillemets, le senior est un peu en déphase dans sa formation, dans son désir de poursuivre le travail? Où est le problème? Je vais vous faire une réponse de Normand. Il est double. Il est à la fois... Il est les deux? Et il est à la fois côté salarié et côté employeur. Vous l'avez rappelé, il y a une vraie problématique de taux d'emploi de nos seniors aujourd'hui, qui n'est pas à la hauteur du taux d'emploi européen, et encore moins à la hauteur du taux d'emploi de notre voisin allemand, qui est aux alentours de 75% de mémoire. Tout à fait. 60,5% en moyenne en Europe, et 54,3% je crois en France. Et il est encore plus problématique pour les plus de 60 ans, parce qu'on est aux alentours de 33%. Donc il y a un vrai effort à faire sur le taux d'emploi de nos seniors. Et une des manières d'y répondre, et je me tourne vers vous, parce que c'est de privilégier notamment l'accès à la formation de ces seniors. Le déficit d'accès à l'emploi des seniors, il tient à plusieurs facteurs, notamment à celui de la formation, et c'est là où la responsabilité est double, parce que dans les études qui sont faites, il ressort que le senior n'a pas lui-même la volonté de se former. Et de son côté, l'employeur, lui, ne donne pas l'accès à l'information à ses salariés pour pouvoir être formés. Il considère que c'est peut-être pas la cible prioritaire pour flécher la formation. Voilà, exactement. Le gain marginal, en gros, le gain marginal est pas dans 5 ans, il n'est plus là. Donc pourquoi investir? Donc je vais pas donner de l'information sur la formation. Et on constate par ailleurs que ce sont principalement les ouvriers et les employés, pas tant les cadres, qui sont touchés par ce déficit de formation, alors même que ce sont ces catégories de population qui sont les plus touchées par les transformations d'emploi liées à l'automatisation et à la numérisation notamment. Donc il y a des efforts à faire des deux côtés pour augmenter ce taux d'emploi qui, pour répondre à votre question initiale, est une des problématiques qui va permettre de répondre à l'enjeu du financement de la retraite, qui n'est pas la seule, parce que Dieu sait que compte tenu des évolutions démographiques à venir, le déficit va se creuser et qu'on aura besoin d'un autre pilier. Mais on dit que si on crée 500 ou 700 000 emplois et qu'on poursuit l'employabilité des seniors, on règle une partie, la partie financière. Absolument, absolument. Estelle, quelles sont, et je donne la parole à Nathalie, mais quelles sont vos propositions concrètes, vous, de votre côté, ou le regard que vous portez en disant ça, il faudrait le faire urgemment pour permettre à ces seniors de continuer? Je mets quand même un bémol, quand on interroge les seniors, hormis pour quelques catégories tertiaires, il y a une grande partie de ces seniors qui disent moi, j'ai plus envie de continuer à travailler. C'est-à-dire, et je ne parle pas que des ouvriers, des maçons ou des plâtriers, il y a aussi une grande partie des Français qui ont une usure psychologique et ne veulent plus continuer à travailler. Ça, c'est un sujet, il faut l'adresser, ce sujet. Alors peut-être que ce qui s'applique aux jeunes, là on parle de jeunes qui sont slasheurs, qui ont envie d'avoir du temps pour faire d'autres choses. Je vous rappelle que 80% des aidants sont des femmes, et quand on est senior, on a pas mal de chances de devenir rapidement, si on a des parents un peu âgés, être aidants. Donc les seniors, ils ont aussi envie, pour certains, d'avoir des activités qui soient
modulable. Et c'est pour ça que moi, je crée ce projet-là, She Senior, pour faire de femmes qui ont des compétences, qui ne retrouvent pas un poste malgré un beau parcours professionnel, les mettre dans un cycle de formation-action pour pouvoir qu'elles puissent se mettre soit indépendantes, comme consultantes, soit reprendre un job dans ces métiers du conseil qui recrutent, notamment dans des structures de moins de 50 salariés. Oui, c'est ça. Alors, donc, c'est pas le senior en CDI que vous évoquez, c'est le senior qui, après une longue carrière, on lui offre autre chose, quoi. Il a envie d'autre chose, ce senior. Il faut aussi écouter. Alors, peut-être que Thibaut Guilly, la suite de parcours, c'est un senior, une solution. Exact, mais Parce que on l'a évoqué sur ce plateau, d'ailleurs. Et solidaire Ouais. offre justement pas mal d'innovations et de pouvoir regrouper toutes ces innovations pour pouvoir avancer sur le sujet. C'est peut-être le futur projet à monter. Nathalie, un peu de sociologie, parce qu'un senior, une solution, même si tout le monde conteste le mot senior, je pense qu'il faut réinventer un autre mot. Mais Thibaut Guillu en avait parlé ici, il vient ici chaque mois. Les seniors que vous rencontrez, c'est quel profil? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Les centres de formation les rencontrent, les écoutent? Alors je reviens exactement sur ce que disait Estelle. Effectivement, on est sur de l'humain. Donc forcément, c'est un projet. D'abord, moi j'aime bien cette notion de projet. Et le projet va forcément être différent en fonction de chaque personne, de sa situation familiale, de son parcours professionnel. Et donc la formation est une des solutions. Et nous, on le vit au quotidien. Et je vais revenir rapidement sur ce qu'on vit au quotidien. Oui, dans cette réalité. Mais je voudrais élargir un petit peu sur l'accompagnement. Au sens plus global, parce que je pense que pour ramener les seniors à l'emploi, et accompagnement, ça peut être un accompagnement en entreprise, avant même le départ de l'entreprise, donc là aussi, il y a des solutions et des outils à mettre en place, mais une fois qu'ils sont en dehors de l'entreprise, il doit forcément y avoir un accompagnement, et un accompagnement très rapidement, après la perte d'emploi. De Pôle emploi, des missions locales, qui est l'acteur qui rencontre le senior? Alors, il y a plusieurs acteurs déjà aujourd'hui. Il y a des outils qui existent, il y a un bilan de compétences, donc ça, on a un accompagnement un peu dense sur un nombre d'heures important, parce il faut que le senior y ait une réflexion justement pour que l'envie revienne. Obligatoire, ce bilan de compétences? Ça serait idéal, ça. Ça dépend du niveau d'autonomie. Bah oui. Ça dépend du niveau de qualification, mais il y a d'autres solutions. Aujourd'hui, il y a les CEP aussi, les conseils en évolution professionnelle, où on est sur un accompagnement un peu plus léger et qui peuvent suffire pour quelqu'un qui va être autonome, qui a déjà peut-être aussi réfléchi à l'après et qui a commencé à se mobiliser sur un projet. Juste un mot, Nathalie. Oui. Ils cherchent quoi, ces fameux seniors qu'on met dans une grande boîte qu'on appelle seniors? Là aussi, il y a une très grande diversité. Ils veulent continuer un CDI, ils veulent être indépendants, ils veulent créer leur boîte. Mais c'est très différent en fonction effectivement de chaque individu et de leur parcours. Tout à fait. Aussi de leur niveau, je dirais, d'énergie et de fatigabilité. Parce que c'est aussi un facteur à prendre en compte. Moi, je travaille beaucoup en post-bac, donc sur plus des postes dans le tertiaire où il n'y a pas de fatigabilité physique, mais c'est psychologique pour beaucoup. Mais il peut y avoir une fatigabilité psychologique, en effet. Donc tout ça, ça doit être étudié avec le candidat. Moi, je dirais le porteur de projet. Il doit construire lui-même son projet. Avec des outils. La formation peut en être une. Plus compliqué quand on est ouvrier, excusez-moi Nathalie, quand on était ouvrier pendant 25 ans, posté sur des postes et qu'on lui dit on est passé du moteur thermique au moteur électrique, pardonnez-moi, mais ça reste compliqué pour lui ça. Mais c'est pour ça qu'ils doivent d'autant plus être accompagnés. Et idéalement, c'est un projet qui devrait se faire en amont au sein de l'entreprise. Parce que l'entreprise, elle a une idée aussi des évolutions technologiques. Quand c'est trop tard, quand le senior est sorti, il est important que le plus rapidement possible, il se pose, qu'on l'interroge et en prenant en compte effectivement les facteurs qui lui sont propres, mais les facteurs aussi externes liés à son marché et au marché. Et qu'on aille jusqu'à une reconversion lorsque c'est nécessaire et quand on se rend compte qu'effectivement le positionnement professionnel doit changer. Et là, la formation c'est là où on intervient. Et là, vous intervenez, la formation est plus longue et plus lourde. Alexandre, vous avez un regard aussi politique sur le sujet. Remettre un rapport, c'est aussi prendre des positions. Oui, on fait quoi? Est-ce qu'on baisse les charges sur les employeurs en disant, comme pour un jeune, une solution, on va inciter l'employeur à le faire par une mesure fiscale? Sauf qu'on va devoir la retrouver ailleurs. Mais oui, non, mais de cotisation. Donc ça va être financé par quelqu'un d'autre. Je ne suis pas certain que cette baisse. Ça, vous n'y croyez pas complètement? Moi, je n'y crois pas. Non, en revanche, ce que je crois, vous posiez la question de l'usure et de l'envie de travail. Je pense que politiquement, la question essentielle, et c'est ce qui, à mon sens, remonte de la manifestation, les contestations sur le projet de réforme des retraites, la question posée fondamentale, c'est l'envie de travail. C'est exactement ça. C'est le travail de demain. Et
pour pouvoir répondre à cette question, et je reviendrai sur les seniors, il est essentiel de se poser la question de savoir quel est le travail que l'on veut, quel est l'emploi que l'on veut créer demain, comment il va être occupé et comment on va l'accompagner. Et cette question-là ne peut être répondue que par une approche collective. Pour revenir à l'emploi des seniors, ces questions de formation sont évidemment essentielles. Mais je pense, et je suis intimement persuadé, qu'on ne peut pas construire individuellement un parcours dans l'emploi si on ne porte pas une réflexion collective, notamment dans l'entreprise. C'est ce qui a valeur, cette absence de réflexion donc, collective. Dès l'entreprise. C'est pas quand on est sorti. L'entreprise. Et pas uniquement sur le terrain de la formation, mais sur le terrain de la formation, sur le terrain du temps de travail, qui sont des points essentiels et qui relèvent de l'index. On en a parlé tout à l'heure. Mais c'est pas suffisant. Il n'est pas fait, l'index. Hein. Il n'est pas fait. Mais c'est pas suffisant parce que je pense qu'il doit être corrélé à une approche collective de modification des organisations collectives dans l'entreprise pour permettre la mise en œuvre de ces mesures qui sont des mesures RH pures. Est-ce que l'avocat que vous êtes, là je redescends, vous n'êtes plus chez Néo, c'est l'Institut Sapiens, c'est l'avocat. Est-ce que les entreprises doivent, et la loi donc doit supprimer toutes les mesures incitatives permettant des départs un peu en bloc de seniors, permettant aux seniors de partir avec des indemnités? Elles ont été supprimées déjà grandement. Pas toutes, mais certaines restent, mais elles ont été grandement déjà supprimées. Alors le fait est qu'on constate encore en pratique que certaines grandes entreprises continuent, dans le cadre de leur plan de départ, à intégrer des variables d'ajustement tenant à l'âge. Donc c'est bien le senior qui sert de variable d'ajustement. C'est bien le senior qui sert aujourd'hui encore de variable d'ajustement. Donc il y a un effort à faire sur ce terrain-là. Estelle, encore une fois, vous êtes une agence conseil, mais qui travaille sur l'impact social positif. C'est en tout cas la promesse de l'agence OIA. Pour les femmes, parce qu'il y a les hommes, et puis là, on voit que les femmes, en plus, ont eu des carrières hachées, c'est plus compliqué, la formation, c'est pas toujours faite dans de bonnes conditions. Est-ce que c'est plus compliqué pour les femmes dites seniors? Bien sûr. Et pour les femmes qui habitent les quartiers populaires, là, les statistiques explosent. C'est-à-dire qu'on compare souvent hommes-femmes de façon globale. Et puis, si on va creuser un peu sur le niveau de formation, sur le lieu d'habitation, il peut y avoir un cumul de ces difficultés. Et dans les quartiers, tout est exacerbé, où on a plus de femmes qui sont ni en emploi, ni en formation, ni nulle part, que pour les hommes. Donc, les femmes, elles payent un tribut très cher, parfois en prenant des filières de formation qui vont être moins bankable. Ensuite, pendant toute leur carrière, il y a ces discriminations systémiques qui font que c'est entre 15 et parfois 30% de salaire en moins. Il y a les congés maternité. Alors même si ça dure que 4 mois, des études nous montrent que la progression dans l'entreprise va être freinée. Et puis ensuite, c'est encore plus difficile pour une femme senior de retrouver un emploi. Elles sont 2 fois plus nombreuses à être dans cette situation et le temps de recherche est plus long. Donc voilà, si en plus à la retraite, on subit encore ces discriminations-là, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et souvent, on pense que c'est le problème seulement des femmes, mais pas du tout en fait. C'est le problème de toute notre société. Bien sûr. Qui tourne pas rond. Juste un mot chacun, et malheureusement le temps a filé très vite, mais ça veut dire que c'est passionnant. Estelle, je commence par vous. Quota ou pas quota? Parce que, excusez-moi, utilisons un mot, il y a eu l'index Pénicaud à la loi Rixin, qui, d'une manière assumée, est une loi qui vise à faire des quotas qui permettent aux femmes de trouver leur place. Quota ou pas quota pour les personnes de plus de 55 ans? Quota à améliorer, aménager en fonction des métiers, en fonction des entreprises, des bassins d'emploi. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir une statistique qui va pour tout le monde. C'est clair. L'emploi est aussi beaucoup dans les PME. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ce secteur-là où on a moins de prises, on a moins d'outils juridiques? Donc, quota, mais je le matine un peu attention, quoi. Quota voilà, souple et agile. C'est ça. Souple et agile avec les entreprises quand même. Nathalie, votre position, vous qui accompagnez ces seniors, est-ce que certains vous disent pas, mais nous, si l'État nous accompagnait en étant un peu plus incisif, en forçant l'entreprise, est-ce que vous l'entendez ça? Non. Non, très clairement, jamais. Quand ils arrivent en formation, il peut y avoir des griefs contre l'entreprise et ça va être une partie du travail, justement, de réconcilier le senior avec l'entreprise et de trouver un projet et un secteur d'activité, une taille d'entreprise qui lui donne envie
de réinstaller une collaboration, l'État est rarement mis en cause. Et puisque je voudrais aussi, pour conclure, dire que comme Estelle, effectivement, et pour prendre un peu de recul sur le sujet des seniors, dire que souvent, les difficultés de retour à l'emploi des seniors ne sont pas liées uniquement à l'âge. Ce sont souvent ce qu'on appelle, nous, des freins qui se superposent. Exact. Ça peut être une absence de diplôme, ça peut être une carrière hachée, ça peut être un secteur d'activité... Un accident de la vie aussi. Tout à fait. Bien sûr. Ça peut être lié à des problèmes de santé. Voilà. Et donc, du coup, c'est vrai, je reviens encore une fois sur l'accompagnement individuel, sur la mise en place de dispositifs rapidement, parce que, du coup, plus les freins se superposent et sont nombreux, plus il est important d'être accompagné pour trouver des solutions. On n'a plus le temps, mais vous avez évoqué tout à l'heure le temps de travail que vous aviez noté et vous vouliez nous le dire. Je retiens temps de travail, ça veut dire qu'on pourrait, toujours avec mon idée de quota, aménager aussi des temps de travail différents pour les seniors en disant, voilà, on a pris en compte votre difficulté de santé et on vous aménage votre temps de travail. Et par le terrain de la négociation collective, pour répondre rapidement sur les quotas, non, pas pour moi. En revanche, faisons confiance à la négociation collective, faisons confiance aux entreprises, accompagnons-les pour qu'elles négocient des accords qui soient des accords offensifs sur ce sujet-là. Qui pourraient donc réduire éventuellement le temps de travail. Et qui pourraient notamment inclure une réduction de la durée du travail, absolument, compensée par le versement d'une partie de l'indemnité de licenciement, par exemple, ou l'indemnité de départ à la retraite. Qui coûte cher, bien on sûr. l'a fait, c'est provisionné. Donc les solutions existent. Faisons confiance à la négociation collective pour les mettre en œuvre dans les entreprises. Merci à vous trois pour ce débat passionnant qui ne fait que commencer, parce que l'index est sur la table et le débat politique fait rage autour de cette question des seniors. Mais il y a une volonté politique, en tout cas, d'avoir mis sur la table ce sujet. Merci à Nathalie Spillers d'être venue sur notre plateau. C'était un vrai plaisir, directrice du centre Ifocop de Cergy. Merci à Estelle Barthélémy qui était à distance, mais problème, je crois, de transport, de circulation. Vous reviendrez physiquement nous voir, fondatrice d'Oya Agency et association Chi Senior. Et puis merci Alexandre Lamy, avocat en droit social et puis cofondateur du think tank SNEOS, parce que ce think tank est à l'origine de ce rapport remis il y a quelques semaines à Thibaut Guilhuy, dont on a parlé, le service public de l'emploi idéal pour les employeurs. Allez le voir, assez disruptif ce rapport. On termine justement avec Fenêtre sur l'emploi et une chronique, la première, de Laurent Pietraszewski. Il fut secrétaire d'État en charge de la réforme des retraites et il vient nous apporter, et il nous apportera chaque mois son expertise justement sur tous ces sujets, ceux dont on parle. Et on va commencer, devinez par quoi, par parler des seniors en emploi et en Europe. C'est tout de suite et c'est dans Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi avec, je vous l'évoquais, la première chronique dans l'émission Smart Job de Laurent Pietraszewski. Bonjour Laurent. Bonjour Arnaud. On est très heureux de vous accueillir. Vous êtes avec nous et vous serez avec nous chaque mois pour nous éclairer sur tous les sujets d'expertise qui ont traversé évidemment votre parcours. Je le précise, secrétaire d'État en charge des retraites et de la santé au travail, mais vous avez été aussi directeur des talents au sein du groupe Auchan, c'est-à-dire au sein des ressources humaines, et que vous connaissez évidemment tous les sujets que nous traitons ici. Vous avez choisi pour votre première chronique de nous parler de la réforme des retraites, évidemment, mais pas sous l'angle politique, sous une sorte de carte européenne sur l'âge de départ à la retraite. C'est-à-dire qu'on nous donne des chiffres. On ne part pas à la retraite de la même manière, au même moment que l'on soit en Italie, en Espagne, en Allemagne. C'est bien ça le sujet. Oui, vous avez raison. Là, il y a l'âge de départ à la retraite, ce qu'on appellerait, si on était technique, l'âge inconditionnel de départ à la retraite. Et c'est très différent déjà d'un pays à l'autre. Un petit coup d'œil de l'autre côté des Alpes, en Italie, 67 ans. Si on allait en Espagne, on serait à plus de 66 ans. En Allemagne, plus de 65 ans. En France, on connaît, c'est comme en Suède, 62 ans. Ou en Belgique, au Japon, 65 ans. Pardon. Donc on voit que ces âges sont très différents. L'OCDE, elle, porte un autre regard. Elle regarde l'âge auquel on sort du marché du travail. Plus intéressant. Oui, parce que là, pour le coup, on voit bien qu'il y a des pays où on a des stratégies dans le temps pour permettre aux seniors de rester dans l'emploi et d'autres où ce n'est pas le cas. Alors, là encore, il va falloir aller se transporter ailleurs que dans notre beau pays. On a très clairement trois grandes catégories de pays. On a ceux qui ont choisi la stratégie de la sortie du travail précoce pour les travailleurs. C'est le premier grand groupe de pays. Je vais faire simple, c'est l'Europe continentale.
On a un deuxième groupe Avant de pays. 60 ans, après 60 ans? Oui, alors on va voir, ça a pu commencer à 55, C'est ça. ça a pu commencer à 55. Le deuxième groupe de pays, c'est celui qui a fait le pari, alors je vais appeler ça comme ça, du droit au travail pour tous, à tout âge. Et dans ce deuxième groupe de pays, vous allez retrouver les pays d'Europe du Nord, la Finlande, la Suède, le Danemark, et puis le Japon, la Corée, la Nouvelle-Zélande. Et puis on a un troisième groupe de pays, on passera pas trop de temps aujourd'hui dessus, Arnaud, si vous voulez bien, c'est les pays de type très anglo-saxon qui, eux, en fait, parient sur une sorte d'autorégulation du marché du travail, pour lesquels les politiques publiques n'ont pas trop d'impact. On fait un peu ce qu'on veut. Oui, un peu ce qu'on veut. Alors, et d'ailleurs, leurs résultats sont un peu mitigés. Ils sont ni cohérents avec le premier groupe, ni avec le deuxième groupe. Excusez-moi, Laurent, ce qui veut dire aussi que 62 ans, vous l'évoquiez, ça c'est les règles fixées par la loi, mais en France, on sort à combien ? Alors, en France, en moyenne, là, on quitte le marché du travail de façon assez originale par rapport aux autres pays de la CDE, plutôt pour les hommes que pour les femmes, avec 60,9 ans, et pour les femmes, pour les hommes, pardon, 60,4 ans. Donc c'est assez inversé, parce que dans les pays de l'OCDE... Les femmes travaillent plus longtemps, j'entends. Ouais, dans les pays de l'OCDE, c'est l'inverse, c'est-à-dire que les hommes quittent le marché du travail 1 année et demie plutôt que les femmes. En France, c'est l'inverse. Les femmes restent un peu plus longtemps sur le marché du travail, mais vous avez vu que ces âges, même si vous avez compris que ce sont des données statistiques, il faut bien les mesurer, mais ils sont intéressantes, et on voit bien qu'il y a des cultures différentes et des résultats différents sur la présence des seniors dans l'entreprise. Au Danemark, juste pour terminer, 65 ans en moyenne, hein, on reste en activité, en moyenne jusqu'à 65 ans, c'est intéressant. Ouais. Essentiellement, d'ailleurs, les hommes sont beaucoup plus présents que les femmes, je l'ai dit, c'est la majorité des cas de l'OCDE où les femmes partent un peu plus tôt, sauf en France et dans quelques pays. Sauf en France, ouais. Le Danemark, il y a un point très intéressant, c'est que, vous voyez, quand on est demandeur d'emploi de longue durée, senior, ça peut exister, il y en a aussi en France, hein, on sait que c'est d'ailleurs sur cette population-là que c'est le plus difficile, eh bien on a un accès privilégié à l'emploi de la fonction publique au titre du senior qui apporte quelque chose. Vous voyez, des exemples très pratiques, il y en a plein les pays qui nous entourent. C'est intéressant d'avoir fait ce tour d'Europe et plus largement d'ailleurs ce tour des pays de l'OCDE. Un petit mot avant de nous quitter sur la santé, parce qu'on a évoqué dans notre débat précédent, et il fait écho évidemment à ce que vous allez nous dire, la santé lorsqu'on veut prendre sa retraite. C'est une grande question. Les seniors, et ça a été une de vos missions en tant que ministre, la santé au travail. Ça c'est un sujet, et il y a une étude de la DREES de 2018 que il y a beaucoup de seniors qui arrivent en mauvais état. Et oui, la DREES faisait référence en 2018, elle posait la question à ces seniors qui sont ni en emploi ni en retraite. Vous savez, c'est ceux qui sont sous les radars. Et lorsqu'elle les interroge sur un créneau d'âge assez important, hein, puisque là, pour le coup, ça va de 52 à 69, ils sont près de 30% à se dire en mauvaise santé. Alors certes, c'est du déclaratif, Arnaud Ardouin, mais c'est ce qu'ils expriment. C'est un gros chiffre. Et c'est un gros chiffre, parce que si on le compare avec, sur la même tranche, les seniors qui sont en activité, eh bien, eux, ils ne sont plus que 7% à se dire en mauvaise santé. Et donc, on voit bien qu'il y a une synergie entre la capacité de maintenir nos seniors dans l'emploi et le fait qu'ils se sentent bien. Qui, de l'œuf ou de la poule? Mais j'ai envie de dire, les deux leviers sont attirés. Merci Laurent Pietraszewski pour cette première chronique. Vous nous retrouvez et on vous retrouve dans un mois pour une nouvelle chronique dont vous gardez le secret évidemment. Vous êtes en train de travailler dessus, j'en suis sûr. Merci de nous avoir rendu visite. Chaque mois, Laurent Pietraszewski sera dans Fenêtre sur l'emploi, ancien secrétaire d'État en charge de la retraite et de la santé au travail notamment, et directeur des talents dans le groupe Auchan. Merci Laurent, merci à vous, merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe, merci à Raphaël pour la réalisation, merci à Alexis pour le son, merci à Nicolas Juchat bien entendu, et merci à Marie pour l'accueil invité. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous dis à demain. Bye bye.